Vous avez 4 minutes, chers collègues. Je t'en prie. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme d'une proposition de loi controversée pour laquelle le bicamérisme a fait son œuvre, ce qui doit être relevé. Cette proposition de loi apporte, mes chers collègues, des outils de régulation bienvenus, notamment dans des secteurs très sensibles qui pourraient fortement recruter prochainement, comme la sécurité privée ou en plein essor, comme le recours aux drones. C'est une étape. Nous aurions souhaité, il est vrai, aller plus loin dans la régulation des sociétés privées, s'agissant du contrôle de la sous-traitance ou de la qualité des formations proposées. Concernant les caméras aéroportées, le texte prévoit également, grâce à l'apport du Sénat, de fixer des cadres d'usage, comme de réaffirmer la prohibition de techniques telles la captation des sons, reconnaissance faciale, interconnexion automatisée de données. Il nous appartiendra de suivre très régulièrement la pertinence de ces dispositions et de les réadapter en conséquence au regard des pratiques qui évoluent plus vite que le droit. Je compte ici prendre un rendez-vous avec mes collègues du Sénat au moment du budget pour qu'ils permettent à la CNIL d'assurer pleinement la montée en régime et la diversification de ses missions. Il appartient en effet à la puissance publique de pouvoir organiser les contrôles adéquats. Je souhaite également réaffirmer ici notre attachement viscéral à ce que le cadre de travail de nos forces de l'ordre et forces de sécurité prenne appui sur nos libertés fondamentales, usage proportionné et délimité strictement aux missions et au temps de ces missions, respect des libertés individuelles et de la presse. C'est notre fil rouge. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle une majorité de notre groupe continue de s'opposer à la détention possible d'armes par des forces de l'ordre hors service au sein d'établissements recevant du public. J'en viens à une interrogation majeure s'agissant des dispositions liées aux expérimentations de mise en commun entre les communes de policiers municipaux. Quelques dispositions de notre groupe ont été adoptées, comme la nécessité d'un débat au sein de chaque commune expérimentant les polices intercommunales, la publication des frais de formation engendrés par cette réforme ou l'élargissement des pouvoirs de verbalisation des gardes aux espaces naturels non boisés. Dans l'ensemble, ces expérimentations appellent quelques réflexions. D'une part, non, la police intercommunale nouvellement créée ne saurait être une troisième force de sécurité. Nul ne comprendrait que cette réforme soit un prétexte au désengagement de l'État. Deuxième interrogation, et non la moindre, nous craignons que ces dispositions puissent ouvrir la voie d'une sécurité à deux vitesses, avec de super-polices intercommunales d'un côté, rien de l'autre, et des iniquités au sein même des intercommunalités de sécurité. L'aménagement du territoire que nous portons est celle d'une intervention publique constante qui vient corriger des déséquilibres, inscrit la force publique dans tous les territoires, y compris ruraux, de France périphérique et d'outre-mer. L'expérimentation est un outil formidable, mais ici elle touche à la sécurité des biens et des personnes et elle durera 5 ans. Ce n'est pas rien. En 5 ans, il sera très difficile de revenir en arrière. Aussi, nous demandons une évaluation rigoureuse, y compris sur le plan local. Je m'interroge enfin sur la complexité et la lisibilité pour le citoyen des dispositifs prévus. Je souhaite vivement que nous n'inventions pas, par des revendications de concurrence territoriale plutôt que de coopération, des outils de technocratie territoriale qui, au total, desserviraient nos citoyens. De grands pouvoirs impliquent effectivement de grandes responsabilités. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à